autre technologie prisée par les makers, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Il faut dire qu'elles sont de plus en plus présentes à l'école, des expériences immersives qui permettent de se plonger littéralement dans ces cours d'histoire ou de biologie. Mais sont-elles vraiment le futur de l'enseignement ? On en parle tout de suite avec Guillaume Gralet du magazine Le Point, bien sûr. Hello Guillaume. Bonjour Marjorie. Alors pourquoi est-ce que ces réalités tapent à ce point dans l'œil de ceux qui veulent transmettre le savoir ? Eh bien, si on s'intéresse d'abord à la réalité virtuelle, il s'agit en fait d'une simulation sensorielle dans un monde artificiel qui a été créé au préalable numériquement. Et la magie de cette réalité virtuelle, c'est qu'elle va vous transporter dans le temps et dans l'espace sans avoir à bouger un seul centimètre. Si on s'intéresse maintenant à sa petite sœur, la réalité augmentée, elle va vous permettre de jouer avec les objets du quotidien. Il y a une initiative qui est très intéressante qui a été mise au point par Orbot, qui s'appelle Shifu. Ici, on a un globe connecté et lorsqu'on va approcher la tablette, eh bien, on va découvrir la muraille de Chine, des premiers modèles de l'automobile. Là aussi, on voyage dans l'espace et dans le temps. Il y a des projets un peu plus ambitieux qui s'adressent cette fois-ci aux adultes. Il y a notamment un projet qui a été mis au point par le studio Doghead aux États-Unis et qui crée un pont virtuel entre trois civilisations. Il propose à des étudiants qui sont à la fois à Harvard et en Chine de se déplacer à travers le plateau de Gizeh. Une dernière initiative qui veut connecter à la réalité virtuelle toutes les facs du monde entier s'appelle Unimersive. Elle dit quelque chose qui est assez intéressant. Elle dit qu'on ne retient que 10% de ce qu'on lit. Par contre, ce qu'on simule, eh bien, on le retient à 90%. Elle va vous transporter, vous faire vivre la vie d'un dinosaure ou celle d'un chirurgien, par exemple. Des expériences immersives qui nous permettent donc d'apprendre de 7 à 77 ans. Mais il y a aussi l'autre pont, justement, de cette éducation en VR et en AR, c'est se former à ces technologies. Et là, la France n'est pas en reste. Oui, il y a la Grande École du Numérique qui a lancé une formation de 8 mois. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde sans prérequis académiques. Donc, tout le monde est vraiment le bienvenu dans cette formation. L'EFREI, une école d'ingénieurs qui est connue pour avoir formé le co-créateur du micro-ordinateur, André Truong, a également lancé sa formation en expliquant à tout le monde, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait qui le fera. Suivez mon regard. Enfin, une école d'informatique qui s'appelle ESEIA, eh bien, elle considère vraiment que ces nouvelles plateformes de réalité différentes vont être aussi importantes que l'a été le smartphone. Elle promet des débouchés dans l'architecture, dans l'astrophysique et même dans le démantèlement de lieux contaminés comme les anciennes centrales nucléaires. On va apprendre ici de nouvelles techniques, ou en tout cas des techniques qui vont amener à grossir à l'avenir, comme le calcul d'images avec OpenGL par exemple. C'est très bien de mettre un casque pour pouvoir remplacer peut-être ces livres de cours à l'avenir, sauf qu'il y a quand même une lame de fond qui monte dans les technologies d'éducation qui décrit justement l'impact des écrans sur le cerveau des enfants et des apprenants. Est-ce qu'on a déjà une idée ou des retours sur ce que ça pourrait donner avec la VR ? Oui, le conseil des neuroscientifiques, des psychologues et des médecins, c'est de continuer à vivre dans la vraie vie. J'aime beaucoup le conseil de Michel Desmurger qui sort un livre qui s'appelle La fabrique du crétin digital. Il dit qu'il ne faut pas oublier de courir, de prendre les choses dans ses mains, de s'ennuyer même, parce que l'être humain a besoin d'être formé. Il explique que les lycéens aujourd'hui passent l'équivalent de 2,5 années scolaires devant des écrans et pour terminer, il y a également un risque de manipulation. Vous savez, ces technologies sont extrêmement immersives. Elles peuvent transmettre de l'empathie. Donc, il faut toujours garder un esprit critique avec ce qu'on va voir dans son casque. Oui, pour réveiller le crétin digital donc, qui sommeille en vous, sachez que les réalités augmentées, virtuelles ou mixtes sont désormais regroupées sous une même bannière. Là, XR pour Extended Reality, en anglais dans le texte, comprenait réalité étendue. Alors, étudier en immersion, oui, mais encore faut-il trouver ces fameux contenus, comment les regrouper et surtout créer la plus grande bibliothèque immersive au monde. Eh bien, c'est le pari de XR Library. Et pour en savoir plus, on rejoint le directeur de ce projet aux États-Unis. Bonjour, John McLeod. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour à votre public en France et d'ailleurs. Et on est ravis de vous avoir aussi dans l'émission. Alors l'idée de XR Library, c'est donc de démocratiser l'accès aux technologies immersives pour tous. Vous en êtes tout concrètement? Quand on a commencé à réfléchir à XR Libraries et à la XR en général, j'ai travaillé ces 25 dernières années dans une association pour rendre la technologie accessible à tous.
Donc, quand on a regardé de plus près la réalité étendue, on s'est demandé quel était le meilleur endroit pour s'en servir. On a d'abord pensé aux écoles, mais elles prennent souvent du temps à intégrer les technologies dans leurs programmes scolaires. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux bibliothèques publiques. Elles sont faites pour le grand public, elles sont importantes pour les communautés, elles sont ouvertes et accessibles à tous. On a donc lancé un programme pilote en Californie qui s'est maintenant étendu à 600 bibliothèques aux États-Unis et au Canada. Et vous pensez justement que ces technologies de réalité étendue sont le futur de l'éducation? Oui, mais est-ce que toutes les écoles vont pouvoir se le permettre financièrement? Est-ce que ça ne risque pas de provoquer un enseignement à deux vitesses? L'équité a toujours été une priorité pour notre travail, parce qu'on veut rendre ça accessible à tous. Il y a 2 ans, il fallait se munir d'un ordinateur, plus d'un casque HTC Vive ou Oculus, et de dépenser 1 500 à 2 000 $ pour l'ensemble. Cette année, les casques sont sans fil. On les trouve sur le marché entre 400 et 600 $, et vous n'avez plus besoin d'ordinateur. Cela va rendre les choses plus simples et accessibles pour les écoles, les bibliothèques et les institutions publiques parce qu'elles vont pouvoir se le permettre. La prochaine étape avec ces technologies, ça va être de vivre des expériences immersives en groupe en configurant une vraie salle de classe où vous pouvez partager et collaborer ensemble en temps réel ou avec l'enseignant en fonction du projet éducatif. Donc je pense que d'ici 1 an et demi, on verra les prix baisser encore plus, ce qui rendra ces technologies encore plus accessibles et permettra plus d'équité. L'autre partie de la question, c'est celle de la parité dans la programmation. Lors de nos premiers programmes d'été, nous avions 70 garçons pour 3 filles. Cette année, on met le focus sur la parité dans les équipes de programmation. Et on a une nouvelle session qui s'appelle Supergirls, qui rassemble les filles et les femmes de la tech pour voir comment la programmation et les technologies immersives peuvent être un champ d'exploration et d'éducation pour elles ou un emploi dans le futur pour avoir plus de parité en classe.